Le live-action One Piece de Netflix vient de sortir et voilà que celui-ci est déjà premier dans plus de 80 pays. Oui, 80 pays dans le monde. Tout le monde vient de découvrir que les live-action pouvaient être réussis. Mais est-ce vraiment le cas? Est-il fidèle à l'œuvre originelle? Quels sont les nombreux easter eggs cachés à l'intérieur? Et surtout, quel est notre avis sur ces épisodes et sur l'absence de certains personnages? Eh bien oui, on le dit ici et maintenant, pour nous, c'est quand même une réussite, même si pas mal de choses ne sont pas très bien faites. Et on s'en plaint quand il faut, où il faut, les Nakama. Et bienvenue sur Rev Télé Nakama. Et oui, mardi, on était directement à la diffusion du live action, donc c'était l'avant-première au Grand Rex et c'était vraiment génial. On a vu beaucoup de monde, c'était vraiment agréable. Et en plus de ça, à la fin de la vidéo, vous trouverez du coup les avis de des personnes qu'on a pu interroger, tout simplement. De nombreux Nakama qui ont bien voulu donner leur avis sur ce live action. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, on a eu quelques problèmes micro, on va quand même passer certains extraits, mais on est vraiment désolé, il y a certaines fois où le micro il a un petit peu déconné. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'avec le bruit ambiant autour aussi, ça n'a pas trop aidé, mais... Bah, en tout cas, on fait cette grosse analyse et vraiment on est agréablement surpris. On pense que c'est la même chose pour vous. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, évidemment, c'est la moindre des choses. Et surtout, c'est le premier live action réussi, clairement. Mais on en parle tout de suite. Place à la vidéo. Allez, c'est parti. Épisode numéro 1, une intro puissante. La première chose que nous on va dire sur cet épisode, eh bien c'est qu'on le note à 9,5 sur 10 parce qu'il y avait énormément de choses bien faites. C'est parti au-delà de nos espérances, mais vraiment. Clairement, il y a énormément de points qui ont été super bien adaptés. Le trailer, il faut vraiment le mettre de côté. Nous, dans le trailer, le Gold Roger, il avait l'air d'être un vrai pirate dans Pourri et compagnie, mais il avait l'air de manquer de charisme. Mais pas du tout. Dans le live action, il est tellement bien intégré, quand il arrive et qu'il fait... qu'on voit son visage, qu'on voit son petit sourire, on se dit waouh, ils ont trouvé un Gold Roger qui en fait est parfait, vraiment parfait. Il est super bien. Ses paroles, ses mots, son attitude, il y a plein de petits trucs qu'on adore avec lui, en commençant par ce qu'on n'a jamais vu dans le manga classique. C'est un rajout, donc il ne faut pas prendre ça comme canon. Donc à un certain moment, on aime et où on n'aime pas, on peut totalement comprendre. Ce qui part avec Garp. Et il lui donne en fait des petits coups, entre guillemets, des petits pics pour dire oh là 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 là, moi t'inquiète pas, je vais mourir, mais je serai le plus gros problème de ta vie. Et oui, on le sait tous que c'est la vérité parce qu'il va lancer la grande vague de piraterie, mais on le sait tous aussi parce que Luffy va rappeler Gold Roger toute sa vie à Garp, évidemment, et on le voit bien dans ce live action, c'est le cas. Par contre, évidemment, on comprend qu'il y a certains qui sont déçus, et nous on en fait un peu partie, mine de rien, c'est que Garp préside l'exécution. Garp n'a pas à présider cette exécution en fait, il a attrapé Gold Roger, mais il peut être présent sur l'échafaud ou au-dessous de l'échafaud ou dans la foule, peu importe, pour dire que je suis là, c'est moi qui ai attrapé Gold Roger, ok, mais on le sait qu'ils avaient une relation très particulière. Et Garp, le Garp qu'on connaît, n'aurait jamais fait ça, étant donné que Garp, il sait ne pas avoir attrapé Gold Roger. Gold Roger s'est rendu lui-même. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait accepté de présider l'exécution de quelqu'un s'il n'a pas attrapé? Ok, le gouvernement veut avoir des symboles, mais aller aussi loin, le Garp qu'on connaît n'aurait jamais fait ça. D'ailleurs, exécuter, c'est pas la même chose que appliquer la justice. C'est comme si que là, finalement, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs et que Garp, il faisait tout de A à Z et ça nous gêne légèrement. Il y a aussi pas mal de personnes qui se cachent dans cette foule et ça, c'est vraiment très intéressant. On a du Shanks, on a du Mihawk, on a du Smoker également et ça fait super plaisir. Et on a une dernière personne, on sait pas trop qui c'est. Peut-être que c'est une Big Mom avant l'heure, mais... normalement, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible parce que Big Mom était déjà connu à l'époque. Donc là, peut-être que c'est quelqu'un qui Netflix veut mettre en avant, mais on ne sait pas qui c'est, ou alors c'est peut-être juste quelqu'un de lambda. Pour le coup, clairement, Netflix met clairement l'accent sur cette personne qui va chercher le One Piece, qui va y aller tout simplement. Donc nous, on se demande qui ça pourrait être. Quelqu'un de lambda qui va devenir un méchant ajouté par Netflix. Pourquoi pas? Mais on pourrait aussi avoir, comme on l'a vu sur internet, beaucoup de personnes l'ont dit, Crocodile. Et si c'était vraiment Crocodile? Vous savez, il y a énormément de théories comme quoi Crocodile était une femme auparavant. Est-ce que Netflix a eu cette information avant l'heure et l'a imposée? Ça nous étonnerait. Oda n'est pas du genre à donner ses secrets comme ça. Il ne va pas divulguer quelque chose dans un live action. Non, on n'y croit tellement pas, c'est pas possible. Alors que Netflix aurait pu faire un choix. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de parité. C'est une très bonne chose. Mais une parité qui, des fois, pousse à changer des choses dans une histoire qui est déjà assez fixe. On a bien vu, on le verra à l'épisode 3 et l'épisode 4, les Nyan Bad Brothers, les Nyan Cat Brothers, je crois que c'est Nyan Cat Brothers,
ne sont plus les mêmes en fait. Bougie c'est le même, mais Siam, je crois que c'est Siam, c'est une fille, c'est devenu une fille. Donc Netflix se permet en fait de changer des personnes pour avoir une certaine parité. Est-ce que pour la saison 2, ils se sont dit les méchants ne sont pas assez féminines? Et si on transformait un des gros méchants en personnage féminin? Crocodile, il y a des rumeurs comme quoi c'est une fille. Bah, c'est peut-être l'occasion d'essayer, c'est peut-être l'occasion d'imposer le fait que ce soit une fille, même si c'est pas forcément le cas. Et en plus, comme on n'a pas divulgué que c'est Crocodile, mais on a juste fait passer quelqu'un un peu dans la foule, on n'a pas besoin de faire vérifier ça par Oda. Donc, nous, on est plutôt contents. On verra à la saison 2 qu'est-ce qu'il en dit. Mais là, pour le moment, on laisse ça comme ça. D'ailleurs, on spoil un peu, mais Alvida également. Alvida, il n'y a pas de question sur sa beauté dedans. Et c'est vraiment... Le personnage ne va pas maigrir à la fin. On vous spoil là les derniers épisodes, mais c'est pas un énorme spoil. Elle ne va pas manger de fruits du démon, elle ne va pas maigrir à la fin de la série. Ça, ce sont des petits changements Netflix qui font que c'est possible que ce changement existe. Cette scène-là, c'est le début de la légende. Et elle est vraiment très bien réussite. Et pour nous, du coup, ça mérite vraiment un 11 sur 10, au moins. Même s'il manque de Flamingo et Baggy, alors que Baggy, on sait qu'il apparaît après, on aurait pu faire un effort et le mettre dedans. Mais dans l'ensemble, la scène est très belle et elle donne des émotions. On a aussi la petite scène avec la mouette qu'on avait déjà vu dans le trailer et qui est très agréable. La seule petite différence finalement avec le manga, c'est que là, Luffy coule dans une barque qui est elle-même en train de couler, alors que dans le manga finalement, Luffy est dans une barque et en fait elle se fait aspirer par un tourbillon et c'est comme ça qu'il se retrouve, enfin qu'il se cache dans le tonneau et qu'il se retrouve à la mer dans le tonneau. Donc c'est la seule différence. Ça reste quand même agréable, je pense que c'était peut-être trop dur à mettre en place un tourbillon, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Oui, c'est possible. Mais ce qui change vraiment, c'est que là on donne l'impression que le village Fuchsia n'est pas du côté de Luffy. De là à lui donner une barque qui est bancale, c'est un peu dommage. Mais c'est bien ce qu'on croit, c'est bien ce qu'on voit par la suite. Encore une fois, on va avancer un petit peu. Et on voit bien que les membres du village Fuchsia ne sont pas forcément du côté de Luffy. On comprendra très bien qu'on parlera du flashback qui sera à la toute fin de l'analyse. Mais d'ailleurs, beaucoup de personnages ne sont pas intégrés comme le maire du village Fuchsia. Et ça montre que Luffy, le pirate, n'a pas le soutien de tout son village. L'introduction d'Alvida, elle est réussie, comme dans le trailer, on l'avait vu d'ailleurs. C'était vraiment une très belle réussite pour Alvida. Par contre, encore un gros changement, elle ne dit pas qu'elle est la plus belle. Ouais. Elle dit juste en fait qu'elle est la plus puissante de toutes les mères. Et ça nous gêne un peu parce que l'Alvida qu'on connaît, elle n'aurait jamais dit ça tout simplement. Elle sait qu'elle est puissante, mais elle n'est pas aussi puissante que d'autres. D'ailleurs, elle sait très bien qu'elle n'est sans doute pas aussi puissante que Big Mom elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que Big Mom est empereur, donc... Oui. C'est un running gag. C'est un running gag en fait pour Alvida dans le manga. Je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. C'est vraiment un running gag parce que ça l'est. En fait, le personnage est décrit comme un personnage abject, qui est vraiment pas très joli et au-delà en fait de sa forme physique. Non, rien à voir. Là, on casse ce running gag, qui peut-être va être important pour la suite de One Piece dans le manga, pour mettre un autre qui n'est pas un running gag. Parce que je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant, tout le monde le dit dans One Piece, tous les pirates se trouvent puissants. Luffy le premier, alors qu'il, là à l'époque, il n'est pas du tout puissant. Donc, on se dit clairement que ce running gag là, il est foiré. C'est bien dommage. La rencontre Koby-Luffy, elle est vraiment très agréable, mais encore une fois, il y a un peu de changement. Normalement, dans le manga, Luffy, quand il sort du tonneau, il tape déjà deux personnages qui sont présents sur le bateau, qui essayaient justement d'ouvrir ce fameux tonneau, alors que là, du coup, il sort du tonneau, il est en présence de Koby, il essaye de faire en sorte que Koby ne crie pas. Et pourtant, ces deux personnages-là qu'on voit normalement essayer d'ouvrir le tonneau, et ils sont bien présents sur ce bateau, ils sont bien présents dans ce live action, mais... là, l'histoire change un peu et on peut comprendre effectivement que pour une adaptation de série, comme ça, une adaptation de manga Netflix, ça peut être un peu compliqué de mettre tout, de suivre finalement, de fitter parfaitement, ça peut être un peu difficile. Donc on comprend, c'est pas bien méchant. D'ailleurs, Alvida, c'est juste une introduction à One Piece dans cet épisode et on trouve ça normal et on trouve ça très bien fait. Alvida ne pouvait pas prendre l'ensemble d'un épisode. Non, il n'y avait rien à faire avec Alvida. Non, l'épisode c'est centré sur Luffy et la constitution du noyau de son équipage. Luffy... D'ailleurs, ça va changer. On en parle à la fin de cet épisode, même à la fin de l'épisode 2 de l'analyse, ça change totalement. On ne suit pas que Luffy, on suit aussi Koby. Et les attaques de Luffy, elles sont magnifiquement orchestrées. Pour le coup, on n'a pas eu de mal, on n'a pas eu de problème à regarder les effets, quand il se prend la balle, quand il attaque Alvida. Non, il n'y a rien qui est dégueulasse en fait en termes de CGI. Tout est bien intégré et ça le fait. Moi personnellement, j'ai pris plaisir à voir ces attaques du début à la fin. C'est vraiment très bien fait. D'ailleurs, on avait un peu peur justement, je pense. Après, on a vu le trailer, déjà ça nous a rassurés. Mais je pense qu'on avait tous un peu peur de se dire oh là là, ça va être difficile de faire un bras élastique, ça va être difficile de le faire gonfler, etc. Et finalement,
finalement, en fait, bah non, c'est super bien fait et ça reste extrêmement agréable à regarder. Un des problèmes de One Piece, le manga, c'est que les combats, quand tu les découvres au fil des chapitres, au fil des épisodes de l'anime, ils sont éternels en fait. Ils durent très longtemps. Vous avez tous eu ce problème au moins une fois, où vous vous dites oh mais quand est-ce que ça se finit, c'est intéressant, mais quand est-ce que ça se finit? Là non, en fait dans le live action, le format fait qu'ils sont pas tant, donc ils se sont dit allez, les personnages ils débarquent, on frappe, ils sont finis. Et ça c'est plutôt agréable, ça permet à l'histoire d'avancer, le background d'avancer, ça permet au côté drôle d'avancer, et enfin au combat de se finir comme il faut. Et je pense qu'il y a énormément de personnes en fait qui vont apprécier ce petit format où tout est clusterisé, tout est synthétisé. Je pense que c'est ce que beaucoup de personnes qui avaient commencé à regarder One Piece et qui n'ont pas accroché, c'était en fait leur gros problème, c'était la lenteur dans les combats, c'était la lenteur dans les arcs, etc. Alors que là finalement, il n'y a pas de temps de latence, tu regardes, t'es à fond dedans et tu ne vois vraiment pas le temps passer. Donc ça c'est vraiment très agréable. Donc cette deuxième scène magnifique, on lui donnerait clairement un 10 sur 10 aussi. Là, c'était 11 sur 10, mais 10 sur 10 pour moi c'est bien. Ça commence très bien ce live action. Cette relation là qu'il y a entre Kobe et Luffy, c'est magnifique, c'est comme dans le manga, ça fait vraiment plaisir à voir. Luffy finalement il considère un peu Kobe comme son protégé et ça c'est vraiment agréable. D'ailleurs il faut pas oublier que Kobe finalement, comme c'est l'un des premiers personnages qu'on voit dans le manga là comme dans le live action, c'est un peu la personne qui va donner les bases à tout le monde, voilà, qui va expliquer Grand Line, mais non mais t'es fou, mais Grand Line tu sais pas ce que c'est, et là il va t'expliquer ce que c'est Grand Line, etc. C'est vrai que nous au début, quand on regardait les premiers épisodes, Kobe pouvait paraître un peu chiant, voilà. Ah ouais non, il était chiant Kobe. Pas le dire. Oh j'ai peur, oh non. Mais c'était fait exprès, c'était vraiment pour bien mettre les bases et qu'on comprenne tout, l'importance de Grand Line, l'importance du One Piece, etc., etc. Et là finalement c'est la même chose, mais un peu moins chiant, il faut l'admettre, Kobe il reste hyper cool. C'est pas le Kobe du début du manga, c'est le Kobe de la moitié du manga en fait. Clairement c'est ce Kobe là, vous voyez le visage c'est exactement le même. Mais moi j'apprécie qu'on ait bypassé celui qui ne fait rien, qui a tout en peur, qui comprend pas grand chose. C'est vraiment intéressant. Par contre chose très intéressante, c'est que là le fils semble un peu plus cruel. Il veut que lui et Kobe en fait s'en aillent, mais il s'en fout de la vie des pirates. C'est pas tellement le Luffy du début du manga, parce qu'il a mis le feu, sans faire exprès, au navire, et là, il est en train d'avancer, le navire explose. En fait, on sait pas s'il y avait assez de barques, on sait pas où sont les autres personnes. Ils sont en train de se noyer à côté. Ou en train de brûler dans le feu. Moi, j'ai envie de dire, c'est une scène qui cache une petite violence, mine de rien, et qui donne le ton à ce qui va arriver dans ce live action. Et là, on a la grande introduction Zoro, Mr. Seven. Et là, c'est juste exceptionnel, c'est vraiment très bien fait. D'ailleurs, le Baroque Work arrive déjà, mais normalement, c'est dans la saison 2. Là, Oda, il a adapté finalement ce qu'il avait noté dans les SBS. Normalement, effectivement, Zoro... Bah, c'est pas Oda qui a adapté, c'est Netflix. Oui, Netflix a adapté ce que Oda avait donné dans les SBS. Zoro, normalement, il bat Mr. Seven avant que le Baroque Work... Et avant de rejoindre l'équipage. Avant de rejoindre l'équipage, tout à fait. Et là, franchement, c'est juste une petite pépite. L'introduction du Baroque Works est hyper bien réussie, mais surtout l'introduction de Zoro, elle est extra. Il y a tout qui est parfait. Il y a le petit côté croyant de Zoro avec toutes ces bougies allumées, cette sensation, enfin ces émotions qui sont autour, et le petit running gag du j'allume 2 cierges, oui, une pour Kuina, mais l'autre tu le sais pas, mais c'est pour toi. Franchement, il y a tout de réussi, c'est vraiment trop bien. Le combat est magistral, il faut dire ce qui est, ils ont réussi le personnage de Zoro. Makenyu, là, il n'y a pas de défaut. En vrai, tout le long, il comprend Zoro. Il incarne Zoro, c'est Zoro en fait. C'est le personnage qui est le mieux réussi. Lui et un autre qui va arriver à la fin de l'épisode, on sait tous ceux qui en parlent, c'est un certain clown, on en parlera bien plus tard. Mais Makenyu, il est juste incroyable. Les chorés qu'il a fait, en fait, les attaques, les contres à l'épée, c'est vraiment du Zoro et du Zoro. Par contre, le gros changement qui fait vraiment plaisir et auquel personne ne s'attendait, dans le cinéma, tout le monde avait « Oh !» c'est qu'il tranche Mr. Seven en deux. Littéralement, on est sur du sanglant, on est sur du combat à l'épée réel, avec du sang. On est sur le vrai Zoro du début qui n'a pas d'état d'âme finalement. Oui. Il est là pour tuer, un point c'est tout. Et franchement, ça rend super bien, mais c'est un peu flippant quand même, mais ça rend super bien. Il n'a ni Dieu ni patrie, il a juste des croyances. Et donc, c'est beau, faut avouer, en fait, qui n'a pas aimé cette scène, qui n'a pas été... Tout est bien orchestré, vous voyez, en fait, la petite clairière entourée de bambous. Les bambous, en fait, ça fait vraiment penser à Zoro, mine de rien. C'est l'âme de Zoro, c'est l'âme, en fait, du dojo Shimotsuki. On a cette zone qui a été préparée pour le combat. Et là, Mr. Seven qui apparaît avec des allures de diable. Zoro, c'est un démon. On sait tous que c'est un démon. Et
qui se battent contre Mister Seven, qui ressemble à un démon dès le début du live action, ça donne le ton. Et même le petit effet qui est à côté avec toutes ces bougies qui s'éteignent d'un coup quand Zoro tranche, franchement, c'est juste parfait. Franchement, ça rajoute un petit plus qui n'est pas négligeable finalement parce que ça rend vraiment bien. Il y a aussi l'introduction de Nami qui ne se fait pas attendre. Et là, oui, c'est parfait, c'est comme dans le manga. Emily Rude, elle joue hyper bien, elle se fait passer pour une personne qui est en détresse. Aidez-moi, ça fait longtemps que je suis sur la mer. Oh, vous n'êtes pas des pirates, j'espère. Oh non, des pirates. Oh mince, c'est vrai que j'avais mon coffre. Vite, il faut le cacher. C'est ça. Et c'est juste magnifique. C'est vraiment la Nami qu'on connaît qui dupe les autres et puis qui fait bye bye. Allez, j'ai pris le bateau avec tout ce qu'il y avait dessus. C'est juste ouais, c'est vraiment trop bien. Ces deux personnages, ils sont très bien réussis. Zoro, c'est dans l'attitude. On a l'impression qu'il copie parfaitement l'attitude, alors qu'Emily Rude, on a l'impression en fait que c'est son attitude en fait de base. Elle n'a pas à forcer, elle est Nami. C'est extrêmement bizarre et extrêmement bien fait. Sheltown est vraiment très bien réussi, mais par contre on remarque qu'il n'y a pas l'énorme statue de Morgane qui est présente habituellement dans le manga. Là on a juste des portraits partout, et vraiment partout, même dans son bureau. Le gars c'est vraiment lui et lui. Voilà, il s'apprécie. Pourquoi pas? Tout le monde s'apprécie, mais là il y a un niveau, un level up quoi. Il a des statues dans son bureau. Mais c'est pas les statues qui vont compter, ni les portraits. Il n'y aura pas le gag avec le fait que Luffy ait abîmé en fait une statue ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Dans ce cas-là, c'est vraiment autre chose pour Morgane. Et d'ailleurs, ils l'ont changé ce personnage. Est-ce que c'est pour le mieux ou pas? Moi je pense que c'est pas gênant. Mais ce n'est pas le Morgane de l'anime, ni le Morgane du manga. Non, c'est vraiment différent. D'ailleurs, la fin de Morgane là-dedans, moi je la trouve un petit peu dommage. On en reparlera, mais c'est pas la même, et c'est pas du tout... Je comprends pas forcément en fait. L'histoire commence déjà à changer dès le début de Sheltown, étant donné qu'on se retrouve dans le bar où il y a Rika qui travaille, en fait la maman de Rika qui aide, et tout le monde se retrouve là. Au même moment, on a Luffy, on a Kobe, qui sont en train de faire un plan machiavélique pour rentrer dans la base. Incroyable, Luffy qui fait un plan. On a Zoro qui fait en fait, qui débarque avec Mister Seven à moitié tranché. Je trouve ça génial. Ouais, 2 verres, un pour mon pote. Il a passé une sale journée. Franchement, la scène, elle est hyper drôle. Elle est magnifique. C'est vraiment du Zoro, mais à l'état pur. Vraiment à l'état pur et surtout à l'état originel. On n'a rien à reprocher là-dessus. Moi, j'ai hâte de voir Whiskey Peak. Il va trancher par-dessus trancher, il va tuer des enfants là-bas, c'est horrible. Le truc qui va être horrible, moi je vous dis. Et on a Nami aussi qui est là en train d'essayer de faire aussi son infiltration pour toujours voler. Parce qu'ils prévoient tous de voler la carte, enfin tous sauf Zoro, la carte de Grand Line. Et elle a pour cible un garde qui a la même taille qu'elle. Puis on a Hermep qui débarque et ça fait plaisir, mine de rien, parce que il est chiant Hermep, mais là il l'a rendu chiant cool. Là, franchement, il est trop bien réussi. Le personnage en lui-même, normalement dans l'anime, on le voit débarquer, on se dit mais c'est qui ce relou, etc. Et là, franchement, on n'a pas cette sensation-là. Pour moi, c'est vraiment une grosse réussite. Après, c'est parce qu'on connaît bien One Piece aussi, ouais, je pense. Je pense que toutes les personnes qui ont découvert avec le live action se sont dit c'est qui ce mec bizarre, voilà. Ouais. Alors que moi, je l'adore vraiment, Hermep. Dans le live action, je l'adore vraiment. Et Zoro avec la Corée et tout qui débarque et qui démonte. Enfin, d'abord, il va manger les galettes de Riruka qui sont tombées par terre, les onigiri au chocolat. C'est dégueulasse. Le mec, il avait pas faim, il a quand même mangé ça. Il fallait bien intégrer cette scène, elle était assez importante pour montrer que Zoro avait un très bon fond. Et ensuite, qu'il démonte tous les marines présents, plus Hermep, pour ensuite se retrouver face à Morgane et faire un pacte. Entre guillemets, on le laisse partir, parce qu'il a tabassé des marines quand même. S'il reste 7 jours au pilori, c'était logique que... C'était pas logique, ça a changé. Mais... C'est pas déconnant. En vrai, c'était pas gênant. J'ai pas trouvé ça gênant. Non, ça restait agréable. C'est vrai qu'au début, on a des petits changements, petit à petit, voilà, tout se passe bien. C'est vrai que plus tard, vous le verrez, les changements sont un peu plus gros. Petite précision, parce qu'on a oublié de le dire, une lame, on la dégaine quand on est prêt à s'en servir, et bien ça, normalement, c'est Shanks qui le dit. Et ça a été adapté à Zoro. On a aussi le petit mur des avis de recherche et ça fait super plaisir. En général, les introductions d'avis de recherche, c'est génial et là, franchement, c'est très bien réussi. On en a énormément. Bon, évidemment, il y en a qui sont un peu déchirés, donc il y en a qui sont un peu plus mis en avant, mais au moins, on voit que Netflix, peut-être en train de nous dire, écoutez, on va au moins aller jusqu'à Dressrosa, parce que là... Il y a Cavendish. Exactement. Cavendish qui a introduit à ce niveau-là. Étonnant. Peut-être que c'est un acteur lambda, puis ils vont prendre un vrai acteur pour Cavendish, mais pourquoi avoir fait ce choix,
mais c'est vraiment pour dire aux fans, tiens, on est prêt à aller très loin dans cette adaptation. Par contre, l'histoire, elle change énormément dans cette adaptation parce que là, ils vont chercher une carte de Grand Line, ils vont pas chercher Zoro directement, c'est pas pour ça qu'ils sont là, mais c'est vraiment pour chercher une carte de Grand Line. D'ailleurs, Nami est là et Nami n'est pas censée être à Sheltown. On est totalement d'accord là-dessus, elle arrive à l'Arpaghi. Mais ils ont fait ce choix, ça, je trouve pas ça déconnant, mais ce que je trouve déconnant, c'est qu'ils ont changé le Luffy du coup. Luffy refuse de passer au-dessus parce qu'il ne sait pas comment faire, alors que soit il a juste à sauter, il a juste à s'éjecter, il peut y aller. On s'était dit au début, c'est parce que Kobe est avec lui, c'est un peu dur de s'éjecter avec Kobe. Mais on va le voir que non, il peut s'éjecter avec d'autres personnes, avec un coffre-fort, avec tout ce que tu veux. Il arrive à protéger tout le monde. Et d'ailleurs, il passe par les égouts. Et Kobe ne le suit même pas. Donc oui, c'est ça, oui, c'est ça que je voulais dire, j'ai oublié. Et Kobe ne le suit même pas. C'est aussi une petite déception. Kobe ne va pas rentrer dans Sheltown. Et donc ça va changer aussi l'histoire, tout ça. Mine de rien, il y a pas mal de trucs. Et n'oubliez pas, gardez en tête que Kobe est quasiment aussi important que Luffy dans cette adaptation Netflix. D'ailleurs, cette infiltration, eh bien, pour nous, Luffy, il a légèrement changé par rapport au Luffy qu'on connaît, parce que normalement, Luffy, quand il part en infiltration, eh ben, il foire toujours tout en 2 minutes chrono, voilà. Là, il réussit plutôt bien, il arrive jusqu'à Zoro, bon, c'était peut-être pas là où il voulait aller, mais il arrive jusqu'à Zoro sans aucun souci, finalement, il n'a peut-être croisé personne, il ne s'est pas fait remarquer au moins jusqu'à ce qu'il débarque au niveau de Zoro. Voilà, pour nous, c'est une petite déception, vraiment, on aurait peut-être préféré qu'il passe en s'éjectant dessus, c'est... Et qui gueule, mais merde, qui gueule quoi. Le Luffy qu'on connaît ne sait pas faire une infiltration, et là, on dirait qu'il est tellement sage, tellement magnifiquement cool, il sait quoi faire, c'est le capitaine en devenir. Non, c'est pas ça Luffy. Luffy, c'est le mec qui est rentre dedans, et ben quitte à réveiller Morgan, quitte à le faire venir, on va le faire venir, quitte à attaquer tout le monde, on va attaquer tout le monde. Mais non, c'est pas du tout ça. La position de Zoro sur la croix, elle est totalement respectée, c'est comme dans le manga. On voit qu'il souffre, qu'il est fatigué et surtout qu'il peut pas trop bouger, donc franchement c'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs la rencontre Luffy-Zoro, elle est assez sympathique. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas abouti, en fait sur le pacte ou alors sur autre chose. Luffy libère tout de suite Zoro. Je sais pas, moi par contre cette scène, je trouve qu'elle a beaucoup moins d'intérêt et que la vraie rencontre Luffy-Zoro. Peut-être que dans 2 ans, quand l'autre saison va sortir, je me dirai moins ça, parce qu'on va rabâcher cette rencontre encore et encore et encore. Dans 10 ans, quand il y aura 5 saisons, je dirais ah bah non, mais en fait elle est géniale cette scène, elle est emblématique. Mais pour le moment, j'ai pas ressenti la même chose, pourquoi pas. Et puis le fait qu'on libère directement Zoro, que ce soit Luffy qui le fait, sans contrepartie, enfin sans contrepartie, oui, il y avait une contrepartie, rejoins mon équipage si je te trouve tes sabres. On a même Zoro qui va directement aller chercher ses sabres lui-même à l'intérieur du bâtiment et qui va tomber sur des choses, je pense, qu'il n'aurait jamais voulu voir de sa vie. Oh, ils sont fous, à mon avis, ils sont fous. Ils sont fous, oui. Ouais, il y a un mec tout nu qui est en train de s'amuser avec son Wado Ichimonji, le plus cool des sabres en plus. Mais je trouve ça dégueulasse en vrai. Je pense qu'il a bien lavé son Wado Ichimonji après. Totalement, oh le mec. Et en plus il débarque, il menace le Hermep en disant Hermep il dit ne me faites rien. Ne t'inquiète pas, je vais couper quelque chose. Ou un truc comme ça. Mais on comprend un petit peu ce que ça veut dire. Mais par contre on s'attendait pas à ce que ce soit les cheveux. Et c'est magnifique. Il donne une explication pour les cheveux d'Hermep qui est juste génialissime. Parce que c'est vrai, le personnage on n'aurait pas pu lui mettre cette coupe idiote et horrible sans raison. Et là on a trouvé une raison pourquoi il a cette coupe horrible tout le long de la saison. Franchement, c'est trop bien réussi là-dessus finalement. J'ai été agréablement surprise. Et même s'il y a quelques changements, bah, ils arrivent finalement à faire en sorte qu'on apprécie quand même ces changements. C'est une bonne réussite pour Netflix, je pense. D'ailleurs, juste après, Luffy et Nami qui croisent Morgan, ça on a trouvé ça un petit peu dommage parce que là c'était vraiment full intégration, full infiltration et c'est pas normalement le truc de Luffy. Luffy il va tout foirer. Là non, il était un mastermind. Il a dit ce qu'il fallait comme il fallait. Il s'est pas fait repérer et au contraire, il était parfait. Il a failli se faire avoir, mais ça va, il a bien géré quand même. Ouais, franchement, il a failli se faire avoir, mais c'était léger, je trouve. Ça m'a un petit peu attristé. J'aurais bien voulu voir en fait un Luffy qui fait le coup directement, un Morgan qui commence à se battre directement parce qu'il a compris qui c'était. Mais tout ça, c'est pour leur permettre en fait d'aller jusqu'au bureau de Morgan. D'ailleurs, on a mis félicitations. En vrai, parfait. Qu'elle pique les clés, c'est exactement ce qu'il fallait faire. En fait, justement, c'était aussi pour montrer que Nami, elle sait gérer, elle est vraiment dans son rôle de voleuse et qu'elle sait aussi inventer des histoires sur la comète comme ça pour passer un peu inaperçue et réussir en plus de ça à voler les clés à Morgan. Voilà, c'est peut-être que Luffy n'a pas foiré, mais c'est aussi pour montrer justement tous les talents de Nami. Et moi, je suis vraiment très content parce que dans le bureau, on a l'introduction du coffre-fort et le coffre-fort, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a le logo du gouvernement. Et ça, c'est magnifique. On introduit le logo du gouvernement dès le début. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir.
Ça montre que les showrunners, ils n'ont pas pris les fans pour des cons, ils insèrent des easter eggs un peu partout, et c'est ça qu'il fallait faire. Une toute petite déception, mais vraiment là, je pense que je vais titiller un peu. C'est juste que quand Luffy finalement trouve le levier pour faire apparaître ce coffre, bah, j'aurais peut-être préféré que ce soit Nami qui le fasse. Parce que là, on a l'impression qu'on a un Luffy qui est un peu plus intelligent que d'habitude. Alors à la rigueur, qu'il le fasse par bêtise, par accident. Il l'a fait par bêtise, non? Non, j'ai pas eu cette impression-là. Moi, j'ai l'impression de vraiment l'avoir vu regarder le truc, s'être dit, tiens, c'est bizarre, et puis hop, il appuie dessus. Ah, ok. Moi, enfin, on regardera à nouveau, mais moi, j'ai vraiment eu cette impression-là. Et j'aurais préféré finalement, soit qu'il le fasse par accident, ou que ce soit Nami qui se dise, tiens, c'est bizarre, je vais peut-être faire ça. Voilà. Juste. Voilà. Mais c'est peut-être titillé un peu. Ensuite, c'est la scène de bataille, après qu'ils aient sauté avec le coffre. D'ailleurs, Nami, elle a survécu à ça. Moi, je trouve ça juste formidable, incroyable, étonnant, dommage. Mais ils ont survécu et la scène de combat commence avec un Morgan qui défie l'ensemble, qui est plus fort que Luffy, mine de rien. Et il faut un team-up Luffy-Zoro pour le mettre à terre. Je comprends la volonté de Netflix de ne pas faire un Luffy trop fort dès le début. Oui, pourquoi pas. Mais là, clairement, c'est pas le manga, c'est pas le Morgan du manga. Il est trop fort. Clairement, il est bien trop fort. Et je pense que là, encore une fois, Luffy, il est pas hyper fort et c'est aussi pour mettre l'accent sur Zoro parce qu'il vient d'arriver, il faut montrer qu'il est hyper fort. Donc voilà, c'est le même principe que tout à l'heure Nami. Donc Luffy, il a un peu foiré, mais c'est Nami qui rattrape le coup. Et bah là, c'est pareil. Luffy, il se laisse un peu avoir finalement par Morgan, mais heureusement, Zoro, il est là et il va montrer toutes ses compétences. Oui, d'ailleurs, il menace très bien Morgan et c'est ensuite Luffy qui bat Morgan à la fin. Ça, c'est un petit changement. On aurait bien aimé voir Zoro qui bat Morgan exactement comme dans le manga. Ce changement, il n'est pas majeur en soi, mais il va aboutir sur quelque chose qui est différent, c'est que Morgan ne va pas être destitué tout de suite. Personne ne va le juger comme un mauvais dirigeant dès maintenant, ce sera dans l'épisode suivant. Après la bataille, là, c'est Koby qui arrête Hermep et ça reste bien, mais c'est surtout très intéressant pour la suite finalement, pour le changement qu'il va y avoir après. Et la scène de fin, il y en a deux. Deux scènes de fin avec deux introductions qui sont magnifiques. La première, c'est celle de Garp et de Bogart. Les deux de la marine qui reçoivent un appel parce que sur les lieux, il y a une carte Grand Line qui a été volée. Les deux sont très affolés et surtout, enfin pas affolé, Bogart il ne change jamais. Garp il a l'air un petit peu plus expressif quand même dedans, un petit peu plus grave. Et surtout quand il entend parler d'un jeune pirate au chapeau de paille, il comprend tout de suite et il veut aller sur place. Magnifique. Introduction de Garp, moi je trouve pas ça... C'est déconnant au niveau de l'histoire, hein. Vraiment c'est déconnant. Mais on sait que Garp se rend sur Sheltown de toute façon pour aller chercher Morgan. Donc à ce moment-là, on ne peut pas savoir pourquoi il s'y rend. Si, c'est pour la carte, mais on ne sait pas si Morgan est destitué ou pas. On verra après que c'est pas le cas. Mais ça reste intéressant. Moi j'aime bien le fait qu'il soit apparu à ce moment. La deuxième introduction, c'est vraiment la meilleure. C'est Baggy le clown tout simplement. C'est le meilleur, enfin le deuxième meilleur personnage. Il est tellement, mais tellement bien fait, franchement, on n'a rien à dire. Et ça montre tout de suite l'envergure du personnage et surtout qu'il n'est pas un personnage manga, mais un personnage d'horreur, clairement. Il est flippant, c'est vraiment le clown, tu sais, c'est vraiment les clowns finalement des films d'horreur. Il n'a pas ce côté un peu rigolo qu'on peut lui prêter. Enfin, en tout cas, pas là, voilà, pas maintenant et pas dans le prochain épisode. Dans ses paroles, peut-être il pourra, plus tard, en tout cas on le verra, il sera peut-être un peu plus drôle. Mais en tout cas, à le regarder comme ça, il est vraiment flippant, il est vraiment très sérieux. Il fait vraiment film d'horreur, c'est vraiment une réussite en fait, mine de rien. Si vous le connaissez pas, et ben maintenant vous allez le connaître. J'y ai réfléchi longtemps. C'était pas mal. Et c'est comme ça que ça se finit le premier épisode, mais on n'a pas parlé du flashback, donc on parle tout de suite du flashback. On a préféré le laisser pour la fin, parce qu'il est vraiment intéressant. Pour nous, le flashback de Luffy est extrêmement réussi. Tous les personnages sont introduits, en tout cas la plupart. Bon, le maire, on en a déjà parlé, il n'est pas introduit, ça c'est malheureux, mais ça a une signification qu'on expliquera dans le deuxième épisode, dans l'analyse du deuxième épisode. Mais sinon, on a Makino qui est introduit, et on a des trucs à reprocher à Makino. On a Shanks qui est introduit, et franchement, il est plutôt cool comparé au trailer. On a Ben Beckman qui est ce qu'il est. On va pas... c'est différent, franchement, il est différent. Lucky Roux est plutôt parfait, je trouve vraiment que Lucky Roux est parfait. Yasop, il est étonnant, mais on comprend pourquoi dans les épisodes qui suivent. Mais franchement, on n'a pas vraiment de déception sur eux. On n'a pas vraiment de grosses déceptions. L'ensemble est plutôt sympathique. Le village Fuchsia, ça marche plutôt pas mal. Le côté Luffy, le gamin Luffy, il est incroyable. Ce gamin, il joue super bien. Moi, je suis plutôt content de ce flashback en soi. Nous, il y a un tout petit truc qui nous dérange, c'est que Luffy, finalement, quand il se prend le couteau,
eh bien il ne gueule pas tout de suite, alors que dans nos souvenirs, le Luffy du manga, eh ben, il pétait un câble directement. Et en plus de ça, on a l'impression en fait qu'il voulait se rendre borgne. Alors peut-être qu'il voulait montrer effectivement à Shanks qu'il pouvait être un vrai pirate, et un vrai pirate ça a des cicatrices, et je pense qu'il a voulu faire à peu près comme Shanks finalement, il a voulu faire une cicatrice à peu près sur l'œil. Mais il visait l'œil quand même, il a quand même dit qu'il visait l'œil. Il visait vraiment l'œil, et je pense vraiment qu'il voulait faire comme Shanks, avoir plutôt une cicatrice sur l'œil comme Shanks. Et il y a quelques changements également, en fait il y a pas mal de changements au village Fuchsia dans ce flashback, il y a eu simplification c'est sûr, ils n'avaient pas tout un épisode pour le faire. Ce qui nous étonne le plus, c'est que c'est Shanks qui soigne Luffy. D'habitude, normalement c'est Makino. Makino, ici, elle passe au second plan, mais second plan plus. Elle sert pas à grand chose. Ok, dans le flashback normal, elle sert à quelque chose, enfin elle sert pas à grand chose non plus, mais on voit sa présence partout autour de Luffy, partout autour de Shanks. Il y a vraiment des interactions qui ne sont pas présentes ici. Makino en général, on la voit un petit peu comme je dirais pas une seconde maman pour Luffy, mais vraiment comme une grande sœur qui est toujours là pour Luffy. Bah mine de rien, la relation Luffy-Makino, elle est un peu plus distante. L'actrice en lui-même, franchement, on n'a rien à dire, mais c'est surtout finalement dans le sens du jeu d'acteur de Makino qui est un tout petit peu différent et qui me dérange un peu plus. Quand les brigands débarquent dans le bar, elle n'a pas peur finalement, c'est comme si c'était... Bon, c'est vrai que c'est possible que ce soit une habitude, mais dans ce que nous on voit, on a quand même une Makino qui a un peu plus peur, qui compte sur Shanks. Là, elle est vraiment... elle s'en fout en fait. Elle est pas là, elle est vraiment voilà, pas là. Elle continue à faire ses trucs, enfin voilà, c'est... Elle soigne même pas Luffy, moi je reproche le plus ça, c'est que elle ne soigne pas Luffy, c'est Shanks il va en fait coudre. Ok, on tisse la relation Shanks-Luffy un peu plus, mais normalement il aurait dû aussi avoir une relation Luffy-Makino et qui là ne s'est pas faite comme nous on l'attendait en tout cas. D'ailleurs, quand Shanks soigne Luffy, on a le bon saké de Binks dans le fond, ça fait trop plaisir. Ils l'ont intégré, c'est l'hymne des pirates. On sait que Luffy a dit que la première fois qu'il l'a entendu, c'était avec l'équipage de Shanks qui arrêtait pas de le chanter quand ils étaient sur place. Ça fait du bien d'avoir des intégrations comme ça fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, on a le petit Luffy qui va au niveau des coffres, qui s'installe, qui boude un peu et qui d'un coup voit le coffre et va manger le fruit à l'intérieur du coffre. Là, ça change totalement par rapport au manga, parce qu'effectivement, dans le manga, il est directement en train de bouder, il est pas content, il prend tout ce qui passe finalement à son niveau, et c'est le fruit, normalement, dans le manga, le fruit directement est à côté, donc il le prend, il le mange, mais d'un coup, il le gobe d'un coup. On a vraiment l'impression que c'était sous la colère, alors que là, on a vraiment l'impression que c'est le fruit dans ce coffre qui l'appelle au loin. Il voit le coffre, et tout de suite, il va vers ce coffre. C'est vraiment comme si ils avaient intégré la suite de l'œuvre, qui s'étaient servi de la suite de l'œuvre pour faire cette scène. Finalement, ça rend pas si mal et on aime bien. Après, on se demande quand même pourquoi est-ce que Luffy a mangé tout le fruit alors qu'il le trouvait dégueulasse, mais c'est Luffy. Une bouchée suffit normalement, mais là, il s'est forcé. Makino, en vrai, la relation Makino-Luffy, elle est dégueulasse parce qu'on dirait qu'ils ne nourrissent pas cet enfant. Il est obligé d'aller manger des trucs dégueulasses. Genre, il est obligé de fouiller dans les poubelles ou quoi pour être obligé de manger le fruit du monde dégueulasse jusqu'à la fin. Ça n'a pas de sens, le pauvre. L'arrivée d'Iguma, elle est plutôt bien faite. Le personnage fait un très bon Iguma. Mais par contre, l'interaction avec Shanks, elle n'est pas si réussite que ça. L'humiliation, elle n'est pas totale. Là, on sait que il y a le bar qui n'est pas tranché. Il y a la bouteille qui n'est pas éclatée sur Shanks. Non, ça, c'était une vraie humiliation. Mais là, Shanks nettoie le bar après qu'Iguma ait cassé des verres. Qu'est-ce que ça fait ? En fait, non, l'émulation n'est pas la même et c'est dommage. Par contre, l'arrivée de Luffy qui voit la scène, qui dit que Shanks n'est pas un vrai pirate, c'est parfait. Et quand Luffy essaie de fuir, qu'il soit s'attraper et que le fruit du démon est dévoilé, le fait qu'il l'ait mangé, ça, c'était trop bien fait. Cette scène, elle est magnifique et c'est le début des aventures de Luffy, clairement. Et il y a la petite réaction de Shanks, un peu « Luffy, qu'est-ce que t'as fait ?» Franchement, elle était trop bien faite. C'était vraiment très agréable. Alors du coup, qu'est-ce que t'attends pour ce live action de One Piece ? Bah déjà, j'attends que ça reste fidèle à l'œuvre en question, qu'il y ait des rebondissements, que ça reste fidèle, et j'aimerais voir l'adaptation par rapport à la réalité, comment ils vont pouvoir, par rapport au combat, comment ils vont pouvoir l'adapter, le fruit du gomme-gomme en l'occurrence, les combats avec Zoro, Sanji, les plats culinaires aussi, comment ils vont ressortir, et surtout pour ces 2 premiers épisodes, et après c'est complètement de la découverte et du kiff. Hein. Moi j'attends une vraie création de fun. Parce que c'est vrai qu'on sait que les adaptations en live action, c'est pas toujours facile. On l'a vu avec Death Note, même s'il y a des bons effets spéciaux, c'est pas toujours ce qu'on attendait à la base. Mais là, vu le trailer, moi je suis assez optimiste. Voilà, donc je pense que ça peut nous apporter des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais niveau fan service, ça peut aussi nous servir comme il faut. Alors moi je suis pas du tout le public des live action. En vrai, je viens ici juste parce que c'est One Piece. Et je viens pour soutenir l'œuvre, parce qu'on m'a aussi donné la chance de gagner une place. Et j'ai pas trop d'appréhension par rapport au live action. Je sais que c'est un public différent, que c'est
aussi pour des fans, mais surtout pour atteindre de nouvelles personnes. Alors du coup, sans spoiler, est-ce que vous pouvez me donner votre avis, votre ressenti du coup sur le live action? Alors moi j'ai trouvé ça exceptionnel, beaucoup d'émotions, il y a toujours des petits rappels avec l'histoire originelle, mais ça a été réadapté d'une autre manière et je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression que ça rend vraiment hommage à Oda et à toutes ses idées et qu'il a pu un peu réaliser des choses qu'il n'a pas eu le temps de faire avant et du coup j'ai vraiment adoré et les personnages sont hyper touchants, ça se voit qu'il y a beaucoup d'amour dans la série et j'ai hâte de voir la suite. Franchement, il y a eu beaucoup de live action, d'animés avant, mais je trouve que c'est le meilleur qu'on ait jamais pu avoir. Franchement, c'est pas forcément fidèle à l'animé, mais c'est pas pour autant qu'on s'amuse pas. Il y a beaucoup de moments qui font rire, des moments un peu touchants. Pour les 2 premiers épisodes qu'on a eu, on a vraiment eu beaucoup de références, beaucoup de moments tristes. Et franchement, je trouve ça excellent. Et pour les gens qui n'ont pas forcément regardé One Piece, c'est un très bon début et franchement top. C'est un très bon départ. Alors du coup, sans spoiler toujours, est-ce que vous avez peut-être un passage préféré dans l'anime, enfin dans le live action? Bon, mon passage préféré dans le live action, c'était l'introduction de Zoro. C'était super intéressant, j'ai vraiment apprécié le visuel, c'était magnifique à regarder. Et je sais pas, en fait j'aime trop la direction artistique qu'il y a derrière et je trouve que ça a bien introduit ce qui va suivre, quoi. Voilà. Parce qu'il est super beau aussi, hein. Voilà, l'acteur, on le confirme. Moi, c'était toutes les petites actions avec Luffy quand il faisait des petites blagues drôles, par exemple. Je peux pas donner d'exemple, on va pas spoiler, mais il est très blagueur. On sait très bien que Luffy, c'est quelqu'un de très joueur, très comique. Et j'aime vraiment toutes les scènes à chaque fois qu'il fait des petites blagues ou juste qu'il est lui-même. Franchement, un petit plaisir. Même s'il y avait des comportements de Patrick Khalifa, mais franchement, c'est voilà, j'ai adoré ce moment et j'ai revécu un peu. Alors du coup, sans spoiler, donne-nous du coup ton ressenti par rapport à ce live action. Ouais, j'ai trouvé ça très bien. Les actings étaient excellents, les personnages étaient super. Il y a une seule déception, bon après je vais pas dire plus parce que c'est un spoil, mais voilà, finalement la série était super, le jeu d'acteur était exceptionnel. Il y a un ami qui était pas mal, mais c'est pas ma Nami, un peu dommage, c'est pas la Nami que je connais, mais ça va. Et Zoro, il était classe. Et voilà Nakama, c'est la fin de cette analyse, elle a duré sans doute très longtemps, mais mine de rien, il y avait pas mal de choses à dire. Il y a sans doute encore des choses à dire, on compte sur vous en commentaire pour compléter ce qu'on n'a pas vu, les petits easter eggs à l'intérieur et compagnie. Et si ça vous plaît, on va faire un par épisode et ça sortira la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser le petit like, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.